H4, la France défaite et occupée pendant la Deuxième Guerre mondiale, entre 1940 et 1945. Quelles sont les conséquences de la défaite en France ? Première partie, le traumatisme de la défaite. Grand A, la signature de l'armistice et ses conséquences territoriales. Le 17 juin 1940, la France demande l'armistice, qui est signé le 22 juin 1940. La France est divisée en deux par une ligne de démarcation. Au nord, la zone occupée par les Allemands. Au sud, la zone libre. L'Alsace-Lorraine est annexée à l'Allemagne. À partir de novembre 1942, l'ensemble du territoire est occupé. Grand B, la naissance de l'État français, un régime autoritaire et réactionnaire. Le 10 juillet 1940, le maréchal Pétain obtient les pleins pouvoirs. Il crée un nouveau régime, l'État français. La Troisième République n'existe plus. Ce nouveau régime est autoritaire. Pétain détient tous les pouvoirs, même le pouvoir législatif. Il est réactionnaire, son programme, la Révolution nationale, a pour devise « Travail, famille, patrie ». Et il est également antisémite. Le statut des Juifs est adopté dès octobre 1940. Les Juifs doivent se faire recenser dès juin 1941 et porter l'étoile jaune à partir de juin 1942. Des rafles sont organisées par l'administration française et elles s'intensifient après 1942. La France participe à la déportation juive. Deuxième partie, la collaboration. Pétain rencontre Hitler à Montoire le 24 octobre 1940. Cet événement est connu sous le nom de l'entrevue de Montoire. Il accepte de collaborer avec l'Allemagne. La France paye à l'Allemagne des frais d'occupation, 400 millions de francs par jour, et livre une grande partie de sa production. Le service du travail obligatoire, STO, envoie des ouvriers en Allemagne à partir de 1943. L'administration et la police française organisent des rafles de juifs et les livrent aux Allemands. La rafle la plus connue est la rafle du Veldiv le 16 juillet 1942. La milice, police politique de Vichy, surveille la population et traque les juifs, les résistants et les réfractaires au STO. Un climat de dénonciation règne en France. Troisième partie, la résistance. Grand A, la résistance extérieure. L'appel du 18 juin. Le 18 juin 1940, le général de Gaulle appelle depuis Londres les Français à continuer le combat. Il refuse l'armistice. Dans un premier temps, 7000 combattants le rejoignent à Londres, où ils forment les Forces françaises libres, les FFL. En 1942, l'Empire colonial se rallie à de Gaulle. Grand B, la résistance intérieure. Dès 1940, de petits réseaux de résistance se forment. Ces hommes et ces femmes agissent dans la clandestinité, en renseignant les Alliés par des tracts ou des journaux, ou agissant contre les Allemands, par des sabotages ou des attentats. Au fur et à mesure, ces réseaux grandissent. Lorsque l'Allemagne attaque l'URSS en juin 1941, nombreux sont les communistes qui entrent dans la résistance. En novembre 1942, lorsque les Allemands occupent la zone libre, de nombreux Français entrent également dans la résistance. Et enfin, pour échapper au STO, créé en 1943, de nombreux jeunes prennent le maquis. Le général de Gaulle envoie Jean Moulin en France pour unifier les différents réseaux de résistance dans le Conseil national de la résistance, le CNR, en 1943. Dès lors, la résistance intérieure forme les Forces françaises de l'intérieur, les FFI. La France est libérée par les troupes alliées et les FFL débarqués en Normandie et en Provence en 1944. La résistance intérieure aide leur avancée en multipliant les sabotages. La France libérée est dirigée par le général de Gaulle à la tête du gouvernement provisoire de la République française, composé de résistants intérieurs et extérieurs.